On parle donc des enjeux de cybersécurité autour de la 5G avec mes deux invités, deux experts. Christophe Auberger, cybersécurité évangéliste chez Fortinet. C'est le fournisseur de protection étendue, intégrée, automatisée sur toutes les surfaces d'attaque numériques. Et puis France Imbervière, fondateur et président d'Ubcom, ou Ubecom d'ailleurs. Ubecom, bonjour. Ubecom, pardon. Société de conseil en cyberdéfense, cybersécurité, spécialiste en protection du secret, notamment contre l'espionnage industriel. Donc vous allez pouvoir me parler de ces nouveaux enjeux de sécurité avec l'arrivée, l'émergence de cette 5G. Je voulais qu'on commence ensemble, Christophe Auberger. Est-ce qu'on est véritablement en train de découvrir de nouveaux défis à relever pour la cybersécurité avec l'arrivée de cette 5G, des défis qu'on n'aurait pas anticipés avant ? Alors oui et non. La 5G, contrairement à une image un peu populaire, c'est pas uniquement du débit supplémentaire. C'est aussi une latence plus faible, c'est une densité plus forte. Donc ça change complètement de paradigme par rapport à ce qu'on a eu sur les évolutions de G, 3G, 4G, etc. Où finalement on avait des réseaux qui allaient un peu plus vite, mais l'usage était le même. La 5G, ça change complètement l'usage. On va avoir de nouvelles applications, on va avoir de nouvelles utilisations, et c'est là où ça pose un problème de sécurité. Mais ça, on le savait. C'est là où je viens un peu vous titiller. C'est-à-dire que les professionnels de la cybersécurité, tout l'écosystème savait qu'avec la 5G, on allait rentrer dans un monde hyper connecté, des nouveaux services, et donc forcément une surface d'attaque plus importante. Tout à fait, c'est exactement. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on découvre ? Pas réellement. En fait, la 5G, au départ, intègre beaucoup plus de sécurité de manière intrinsèque que les technologies d'avant. Oui. Malheureusement, il y a deux aspects. Un, effectivement, on n'avait peut-être pas tout anticipé et ce niveau de sécurité n'est pas forcément complètement adéquat. Il est nécessaire, mais pas suffisant. Et puis, la deuxième chose, c'est que malheureusement, ces aspects sécurité sont pour beaucoup optionnels. Et pour des raisons de coût, de facilité de déploiement, de rapidité, etc., ils ne sont pas forcément intégrés systématiquement. Oui. Ce qui fait que le niveau de sécurité général n'est pas forcément celui attendu par l'industrie, en fait. France Imbervière, quel est votre point de vue là-dessus sur l'aspect sécurité 5G, ce qu'on n'a pas pu anticiper, où on en est aujourd'hui ? Alors nous, on a une toute autre approche, et plutôt politique d'abord avant d'être technique, parce que les deux sont indissociables en fait, mais on parle essentiellement performance parce que le business model s'appuie dessus. Il faut comprendre que la 5G, c'est un accélérateur en 2012 de Xi Jinping pour pouvoir maillonner la Chine le plus vite possible sur ses réseaux. C'est plus rapide de poser une antenne 5G que de créer un trou pour mettre de la fibre, de façon à pouvoir mettre en place les politiques de surveillance de masse et échanger les informations sur la reconnaissance faciale, etc. C'est un acte politique de la Chine, cette accélération sur la 5G. Qui a permis à Huawei d'être le premier à pouvoir mettre en place une industrialisation des émetteurs 5G et à conquérir le monde, ce qu'ils ont commencé à faire par évidemment les pays africains. Il faut aussi voir comme une opportunité économique. Ah oui, les deux sont totalement liés, on est bien d'accord. Si en plus en faisant de la politique, on peut faire un peu d'argent, tant mieux. Néanmoins, il y a eu cette loi anti-Huawei qui est sortie suite à un incident SFR dans un protocole de test 5G où on s'est aperçu que les Chinois aspiraient toute la donnée du transit sur l'antenne. Alors, est-ce que ce n'est pas le point de départ quand même aux États-Unis ? Absolument. C'est lié, en fait. Tout le monde s'est aperçu, les Occidentaux, les pays otaniens se sont aperçus que la 5G de Huawei est une 5G complètement aspirée. Et du coup, il fallait trouver d'autres alternatives. Et là, il y a un enjeu économique très fort qui se pose avec qui sait faire de la 5G. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Nobel aux États-Unis, il y a Nokia et Ericsson en Europe. Et puis, personne d'autre, en fait, grosso modo, qui est capable de produire ça. Intel, parce qu'ils fournissent du composant. Comme l'avait souligné Christophe, c'est beaucoup de puissance et beaucoup de données. Donc, il faut beaucoup plus de CPU pour pouvoir gérer tout ça pertinemment. Mais l'histoire de la 5G, elle démarre de là. Donc, l'enjeu sécuritaire, on a fait de la 5G pour faire de la sécurité. Elle est arrivée plus vite que prévu sur la table, parce qu'il y a un acteur politique dans le monde qui en avait besoin pour des raisons industrielles, alors que les pays occidentaux se contentaient encore de la 4G et les business models étaient encore suffisants pour répondre à ça. Est-ce que le défi pour la sécurité, ça concerne les données, les systèmes d'information, ou alors, je le disais aussi, il y a cette attente sur l'industrie, donc des risques aussi sur des systèmes opérationnels, sur des nouvelles machines qui seront connectées demain dans les industries. C'est effectivement tout ça. C'est effectivement probablement la donnée au niveau central, puisque de toute façon, tout est donné aujourd'hui, et la 5G va permettre de véhiculer cette donnée beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus dense. Mais effectivement, il y a un aspect opérationnel, puisque quand on parle 5G, on parle véhicules connectés, on parle téléopération, on parle réalité augmentée ou réalité virtuelle. Donc, tous ces aspects font que, effectivement, une corruption ou un problème sur une donnée peut avoir un impact au niveau physique, un peu comme dans la cybersécurité industrielle, puisqu'en fait, c'est très lié. Et on voit qu'aujourd'hui, les gens qui déploient le plus de 5G
dans les entreprises sont les industriels. D'ailleurs, sur des réseaux privés la plupart du temps. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une attente forte de l'industrie et que la surface d'attaque est très orientée du côté opérationnel dans le cadre de la 5G. Alors vous évoquez les réseaux privés. Est-ce que justement la solution, c'est pas ça? C'est finalement en passer par des réseaux 5G hyper localisés, privés, c'est-à-dire fermés finalement autour d'une entreprise uniquement? Alors effectivement, réglerait des problèmes de surface d'attaque et d'hyperconnexion au monde réel. Tout à fait, mais le réseau privé, il n'est pas forcément fermé, puisque l'objet de ce réseau, c'est d'interconnecter des objets, d'interconnecter des systèmes de production, d'interconnecter des véhicules, par exemple. Et même si c'est relativement fermé, à un moment ou à un autre, ces sous-réseaux, finalement, vont s'interconnecter avec le reste. Donc, et vont manipuler des données. Dans le cadre de la 5G, on est confronté, finalement, à de la sécurité applicative et de la sécurité des données. Finalement, c'est vraiment ça l'enjeu, avec un déploiement en termes de technologie pour aller protéger ces données qui est relativement vaste, puisqu'en fait la technologie va du terminal finalement ou de l'objet connecté qui se raccorde au réseau jusqu'au centre de données des opérateurs qui vont interconnecter avec l'Internet par exemple ou avec des choses comme ça. Donc un besoin finalement de technologies très diverses pour aller protéger la donnée de bout en bout, puisqu'en fait elle va traverser énormément de technologies différentes, de systèmes, à la fois de la radio, de la fibre, des data centers, etc. Donc plus un modèle hybride que totalement fermé. Aujourd'hui, la réalité, c'est ça. La réalité, on est dans l'hybridation complète. Oui. France Imbervière, puisque vous êtes sur le volet politique autour de la 5G, aujourd'hui, en plus, les déploiements sont assez variés au niveau européen. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'unité, nous, au sein du continent. Non, il n'y a pas de politique d'harmonisation sur la politique de déploiement de la 5G. Ce qui est assez contradictoire et un peu embêtant pour l'ensemble des États, c'est que les États ont besoin de dématérialiser leurs services de plus en plus rapidement, et la 5G fait partie des infrastructures techniques nécessaires à l'accompagnement de cette dématérialisation des services. Paradoxe, et encore une fois Christophe vient de le souligner, c'est que si on dématérialise les services de l'État, donc des services régaliens sur un système comme la 5G doit être d'autant plus sécurisée, parce que si on la met en down, quelque part on coupe les services de l'État ou les services essentiels, à commencer par les télécommunications par exemple. Et donc quelle serait la solution? Parce que ce que vous nous dites, c'est que les risques, c'est quoi? C'est de l'espionnage industriel, mais c'est aussi des attaques. Alors, il y en a plein. Il y a les attaques des États contre les États pour mettre par terre les infrastructures qui portent les flux de données sur la 5G. Et puis, il y a les flux eux-mêmes à sécuriser, dont les entreprises comme Fortinet ont un rôle prédéterminant. L'ensemble des opérateurs du firewalling font ça. C'est-à-dire assurer l'intégrité et détecter la compromission de la donnée lorsqu'elle transite entre sa source et sa destination. Et ça c'est un enjeu qui reste extrêmement compliqué, parce que les applications qui vont être utilisées demain sur la 5G, pour la plupart, n'existent pas encore. Il y a des développements nouveaux qui sont en train d'être produits, Metaverse, etc. va aussi être des accélérateurs de consommation qui vont pouvoir se développer grâce à la 5G. Mais encore une fois, si la 5G n'est pas déployée d'une manière uniforme, ça va ralentir forcément énormément les développements, et ça va être un petit peu la compétition à celui qui aura plus de moyens pour pouvoir supporter des retours sur investissement plus tardifs, qui va pouvoir prendre la main. Mais quand vous dites de manière uniforme, il y a quand même des standards aujourd'hui qui existent sur les déploiements de la 5G. Il y a des standards technologiques, oui, mais il n'y a pas des standards applicatifs. Et vous savez, il faut bien distinguer le contenant et le contenu. Donc la protection du contenant, c'est une infrastructure. La protection du contenu, on peut mettre n'importe quoi dedans. Des camions, des routes, des vélos, des trottinettes qui vont partager les mêmes routes. Donc il va falloir segmenter tout ça avec des niveaux de débit qui sont absolument colossaux, qui vont faire appel à des ressources énergétiques, de composants, etc. très très fortes. Alors qu'on est en pénurie de composants pour pouvoir justement gérer ça en ce moment. Donc il y a des freins dans tous les niveaux, il y a des freins à tous les leviers, politiques également. Et l'enjeu politique reste l'enjeu le plus déterminant, parce que c'est lui qui va réguler le rythme de la mise en place de ces nouveaux business sur la 5G. Et puis c'est lui aussi qui va définir les politiques de sécurité, c'est-à-dire les exigences de design, de sécurité by design, que l'on va pouvoir exiger des éditeurs qui vont offrir demain des solutions sur la 5G, que ce soit pour les services de l'État. Et ça, aujourd'hui, en France, les acteurs de la cybersécurité travaillent main dans la main avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc il y a quand même des standards, ne serait-ce qu'au niveau national, qui peuvent permettre de progresser sur ces sujets. Alors, il y a des notions de qualification et d'homologation, ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a des standards effectivement technologiques. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de standards. Alors, il existe des standards de sécurité, mais ils ne sont pas imposés de manière globale et généralisée, notamment sur la 5G, mais pas que, et sur toutes ces applications-là. Donc, mais comment est-ce qu'on pourrait imposer des standards encore plus au niveau européen, alors qu'on parle, il y a quand même un paradoxe, on parle d'une techno qui permet de tout connecter potentiellement.
c'est bien la problématique. C'est qu'effectivement, et d'autant plus, ça a été dit tout à l'heure, on ne connaît pas toutes les applications et tous les usages qui vont être faits de ce nouveau média finalement. Et du coup, c'est compliqué de vouloir imposer des standards de sécurité. En fait, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Alors effectivement, les opérateurs d'importance vitale en France, via l'ANSSI et la loi de programmation militaire, ont un certain nombre de choses qui sont imposées. Mais de toute façon, déjà à ce niveau-là, ça ne va pas jusqu'à des standards de cybersécurité très forts. Alors il y en a quelques-uns qui émergent. On en a dans l'industrie automobile, par exemple, avec à partir de juin 2022, la 21434 qui sera obligatoire pour homologuer les nouveaux modèles. Il y a un certain nombre de choses qui arrivent à ce niveau-là parce qu'on se rend bien compte qu'il va falloir utiliser des référentiels communs pour garantir un minimum d'approche cybersécurité, puisque c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, dans la 5G, on n'en est pas encore là. Probablement aussi parce qu'on ne connaît pas toutes les applications qui vont en être faites et que les niveaux de risque vont être différents. Il n'y aura pas le même niveau de risque pour un utilisateur lambda qui surfe à travers un réseau 5G à partir de son mobile et d'un véhicule semi-autonome interconnecté à un réseau 5G. Les risques ne sont pas du tout les mêmes. Parce qu'on n'est pas encore en phase de déploiement de la vraie 5G. Donc, non, mais en même temps, on n'arrive pas trop tard là, en parlant de ces enjeux de cybersécurité, avec des dispositifs de certification au niveau européen qui sont en train d'être étudiés. On est à l'âge de pierre de la démarche, là. On est au silex, on découvre le feu avec le joujou. Et la problématique des standards, c'est que les organismes étatiques et les organismes de conformité qui mettent en place aujourd'hui des protocoles de standards pour pouvoir assurer la sécurité d'un élément mettent tellement de temps pour se mettre d'accord et pour se décider qu'entre-temps, on a 2500 hackers qui ont trouvé des solutions et des brèches sur l'ensemble des protocoles qui existent déjà, qu'au moment où on a publié des protocoles et des standards, on est déjà totalement obsolète. Parce qu'on est dans un cycle de vie où l'agilité est absolue et permanente et elle est antinomique par rapport à la nécessité de mettre en place de la conformité et de la gouvernance. Une gouvernance, c'est long, et la cybersécurité, c'est rapide. Donc c'est une question de temps, en fait. Et il y a ce jeu du temps à avoir. Il faut que le politique repense son modèle et son logiciel intellectuel pour pouvoir avoir une agilité dans sa démarche de mise en protection de la donnée, que ce soit sur la 5G ou le reste en termes de cybersécurité. Il faut que l'ANSSI ou cybermalveillance.gouv, etc., disposent de moyens d'agilité qui sont beaucoup plus forts et performants qu'on a aujourd'hui. Vous avez besoin, Christophe Auberger, vous, spécialiste de la cybersécurité, fournisseur de solutions, vous avez besoin de l'intervention du politique sur cette question ? À partir du moment où on veut obliger les gens à mettre en place des niveaux de sécurité à minima, oui, il faut que cette obligation, elle passe par et ça risque pas de freiner les usages, justement, ou l'adoption de cette 5G ? C'est toute la problématique du compromis, effectivement, entre les choses qui sont imposées, les standards, et puis, effectivement, l'évolution des technologies. Et effectivement, aujourd'hui, ce problème de temps, c'est un problème majeur. On le retrouve également aussi dans l'industrie, sur les problèmes de cybersécurité de l'industrie, et y compris de modèles comme la 5G, où en fait les outils de production sont déployés sur des temps qui n'ont aucune commune mesure avec les gestions de vulnérabilité informatique. Oui. On est sur des outils qui sont déployés pour 5, 10, 15, 20 ans. On sait très bien que les vulnérabilités, on est plutôt à la semaine ou au mois, donc on voit bien qu'il y a un décalage de temporalité entre les deux, et à un moment donné, il va falloir trouver un moyen de réunir ces deux temporalités pour résoudre le problème de la cybersécurité. Si je peux me permettre, il y a un petit problème de compréhension aussi du politique par rapport à cet enjeu. L'enjeu de cybersécurité, c'est pas un enjeu électoral. Donc du coup, on s'en occupe pas vraiment en fait, et on va pas chercher une vraie compréhension là-dessus. On peut le voir d'ailleurs sur la proposition. Ça peut être un enjeu électoral au sens où on peut imaginer des attaques de déstabilisation pendant la campagne présidentielle. Ils vont tous y passer de toutes les façons. 76% des Français, je crois, sur un récent sondage, sont tous d'accord pour dire que les campagnes présidentielles vont être influencées par les réseaux sociaux au travers de bots et d'ingérences étrangères. Et les candidats vont tous se faire attaquer au niveau de la ça, on n'a pas besoin d'attendre la 5G pour ça. Non, c'est déjà en place. Vous pensez quand même que ça peut modifier les rapports géostratégiques entre les pays, l'arrivée de cette 5G ? La vraie 5G ? Ah oui, complètement. Oui. La 5G, c'est un enjeu économique à court terme, parce qu'après, on va parler de la 6G, on se reverra dans 1 an ou 2 ans pour en parler. Mais c'est un enjeu géostratégique absolument essentiel. L'Afrique appuie une grande partie de sa production de PIB aujourd'hui. L'OCDE considère que pratiquement les 2/3 du PIB seront portés par la mise en place de la 5G, qui va permettre effectivement d'industrialiser des systèmes qui sont inopérants en Afrique et qui ne peuvent pas être déployés autrement que sans la 5G. Ou alors le satellitaire, mais qui reste encore trop cher et trop hasardeux.
Alors, on va essayer quand même de donner quelques conseils aux entreprises qui, quand même, s'ouvrent à la 5G, qui veulent tester ces nouveaux services. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent, qui sont solides, qu'on peut mettre en place ? Oui, tout à fait. Les solutions de sécurité également existent, puisque finalement, la 5G, c'est effectivement un nouveau média, mais les technologies qui sont sous-jacentes, à part la partie antenne et radio, sont des technologies qui sont déjà connues, maîtrisées et qu'on est capable de sécuriser. L'enjeu, il est plus sur cette notion d'hybride. On est sur quelque chose qui est relativement vaste. On est dans l'hyperconnectivité. Et effectivement, les mécanismes de sécurisation, mais c'est un peu la même chose aujourd'hui dans les industries, nécessitent de déployer différentes technologies avec effectivement un niveau de complexité qui augmente. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Ça veut dire qu'on va aller chercher des briques différentes de sécurité pour chaque type de service ? Tout à fait. On en est là aujourd'hui et c'est le cas aussi dans les entreprises. Ça, c'est pas forcément idéal, justement, en matière de sécurité. C'est pour ça qu'on s'oriente de plus en plus vers les approches de type plateforme. Le Gartner parle de cybersecurity mesh architecture, qui est l'idée, c'est d'apporter une couche finalement d'abstraction et d'intégration de ces différentes fonctionnalités pour avoir quelque chose qui soit complètement unifié, parce que effectivement, cette diversité technologique, elle répond à un besoin de cybersécurité purement technique, mais c'est compliqué à gérer, ça nécessite des ressources, et en plus, le monde cyber, on sait très bien que les ressources sont pas faciles à acquérir, et donc l'objectif de ces plateformes, l'objectif de ces fabriques finalement, c'est justement de fédérer tout ça, d'automatiser et de libérer du temps aux ressources cyber pour simplifier. Et ça, aujourd'hui, ça existe, on sait faire ? Ça, ce sont des choses qui existent. Fortinet, nous, on a une architecture qui s'appelle Fortinet Security Fabric, qui adresse cette problématique-là. Et ça fera partie des grandes tendances 2022. Nous, on en parle depuis 5-6 ans, mais c'est quelque chose qui émerge de manière très forte. Du fait du manque de compétences, c'est de l'augmentation de la complexité et du monde hybride. On parle de 5G, on parle de Mais concrètement, ça couvre l'ensemble des problématiques de sécurité d'une structure, d'un organisme, d'une entreprise, mais on n'est pas encore sur des hyper-plateformes nationales ou européennes. Oui, tout à fait. Après, là, le problème, il est plus vraiment technique, puisque rien n'empêcherait de monter à ce niveau-là. C'est plus des problèmes de gouvernance et de séparation de gouvernance. Je ne suis pas sûr que les opérateurs voient d'un bon oeil des entreprises qui iraient regarder dans leur réseau de production pour garantir la sécurité. Je pense que là, ça passera plus par des accords ou des référentiels communs en disant, voilà, on a déployé un minimum de sécurité, on est à tel niveau, et justement, en fonction des enjeux, de type de données qu'on véhicule, d'accepter ou non ce niveau de sécurité. Alors, Christophe a raison, hein. Ça marche. Mais il y a un enjeu qui est très très fort, qui est le bonhomme. Il l'a évoqué, sur la compétence et la ressource, la gouvernance, tout ça. Il y a un humain derrière pour pouvoir gérer tout ça. Et si aujourd'hui les technologies fonctionnent très très bien, le problème c'est que très souvent on les exploite très très mal. Et la compromission, c'est comme en aéronautique, dans 99,9% des cas, c'est le facteur humain qui a provoqué l'incident. Et on est vraiment dans les mêmes ratios. Donc l'enjeu, il est essentiellement humain. Si l'investissement technologique aujourd'hui, il est rodé, il est au point et il est plutôt bien fait sur le plan industriel, et que les entreprises telles que Fortinet savent très bien le porter, si on applique le manuel de Fortinet, ça marchera très très bien. Le seul problème, c'est que les bonhommes qui vont gérer demain les solutions Fortinet par exemple, ou d'autres, ne vont généralement pas en formation chez les constructeurs ou les éditeurs pour porter ça. Ils vont commettre des erreurs de gouvernance assez majeures et assez critiques qui vont mettre en vulnérabilité le système. Et c'est dommage parce qu'il y a un investissement énorme qui est fait sur la sécurité technologique et en même temps il est gâché parce qu'on oublie complètement de le mettre sur le facteur humain. Et ça, c'est très culturel à la France, par exemple, en tout cas aux pays latins, sud-européens, parce qu'on n'a pas du tout dans le Nord. Dans le Nord, on n'a pas le droit de toucher un firewall si on n'est pas certifié par le constructeur aujourd'hui. Ça, c'est interdit. C'est une gouvernance essentielle, alors qu'en Europe du Sud, c'est toujours pas le cas. Et je pense que tant qu'on n'aura pas capitalisé là-dessus, on n'aura pas réglé tous nos problèmes. Et j'allais dire, de toute façon, messieurs, il va falloir faire avec. Exactement. Merci beaucoup, Christophe Auberger, cybersécurité évangéliste chez Fortinet, et François Bervière, fondateur, président du BECOM, pour vos éclairages sur ces nouveaux enjeux de sécurité. On se retrouve juste après une petite pause. On va parler de politique numérique autour de la santé.